Bonjour à tous, je suis Marie, la fondatrice d'Omum, et je vous propose de nous retrouver une fois par mois dans ce nouveau format où nous partageons autour des sujets de la maternité. Nous partageons des initiatives qui nous tiennent à cœur, par exemple, ou des rencontres avec des professionnels, des témoignages de mamans ou simplement le partage de notre manière de vivre la maternité au sein de l'équipe Omum. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Instant Maternel, le podcast de l'équipe Omum. Nous recevons aujourd'hui Éric Girardot, praticien en aptonomie, gérontopraticien, et il est également directeur d'un centre de formation à Troyes dans l'Aube. Et puis on va le voir en l'interrogeant au cours de sa carrière. Il s'est formé au massage bien-être, au massage de la femme enceinte, au massage du bébé également. Bonjour Éric. Oui, bonjour Marie. Donc nous te recevons aujourd'hui dans le podcast Omum. Comme d'habitude, on reçoit des personnalités du monde de la maternité ou du monde du cosmétique pour partager ensemble des sujets qui intéressent la communauté Omum. J'ai annoncé en introduction que tu étais praticien en aptonomie. Qu'est-ce que l'aptonomie ? Je vais essayer d'en faire une définition assez courte, mais il va pouvoir vraiment donner des explications. L'aptonomie, c'est vrai que l'aptonomie est connue essentiellement autour de la périnatalité, autour de la grossesse, mais également les différentes applications de l'aptonomie, on peut les retrouver aussi dans l'accompagnement des personnes malades, handicapées, des personnes âgées, et puis aussi l'accompagnement des mourants. L'aptonomie, ça vise à créer une relation affective, en ce qui concerne tout du moins la grossesse, ça vise à créer une relation affective entre les parents et le bébé ou les bébés à naître, de telle manière à ce que ce bébé ou ces bébés, quand il s'agit de petits jumeaux, puissent se sentir aimés déjà in utero en étant dans le giron maternel, et puis aussi puissent sentir la présence du papa, puisque c'est vrai que la grossesse a tendance quand même à favoriser une relation, je dirais, un peu exclusive entre une maman et son bébé, ce qui fait que l'aptonomie va viser à pouvoir ouvrir l'enfant au monde extérieur et notamment à la relation à son père, une relation très importante puisque le père, cette triangulation entre les parents et l'enfant vont permettre dans cette relation affective de pouvoir trouver chacun sa place et puis au bébé de se sentir accueilli comme il se doit, quoi. D'accord. Donc on va bien sûr beaucoup parler ici de l'aptonomie dans le cadre de la grossesse, mais avant d'y revenir, justement, on a parlé de ton titre de gérontopraticien. Là, tu as annoncé que l'aptonomie, au-delà de la périnatalité, pouvait s'appliquer à d'autres personnes. Parle-nous un peu de ça. Est-ce que c'est ce que tu fais ? Comment on accompagne d'autres personnes que l'enfant à naître avec l'aptonomie et concrètement, ça consiste en quoi ? Apto, ça vient du grec, c'est toucher, mais c'est quoi concrètement pour bien faire sentir à nos auditeurs ce que c'est l'aptonomie ? L'aptonomie, c'est déjà rencontrer une personne par le toucher et pas n'importe quel type de toucher, puisque là, on est dans un toucher que nous on appelle en aptonomie affectivo-confirmant, qui va vraiment confirmer la personne dans son être pour ce qu'elle est et comme elle est, qui va la rassurer, la contenir, la sécuriser, et qui va lui permettre justement d'affronter et de s'ouvrir au monde extérieur qui n'est pas toujours facile, hein, bien évidemment. Donc, je parlais des autres applications de l'aptonomie, notamment dans l'accompagnement des personnes fragilisées par l'âge, la maladie, la fin de vie, l'accompagnement des mourants, c'est prendre contact avec ces personnes par un toucher affectif, de telle manière à ce qu'elles se sentent vraiment rencontrées pour ce qu'elles sont au moment où on les rencontre, si elles vivent la maladie, si elles vivent la fragilité par la vieillesse ou le handicap, qu'elles puissent vraiment se sentir rencontrées, ouvertes toujours et en communication aussi avec le monde extérieur, ce qui n'est pas toujours évident puisque c'est vrai que dès lors qu'on a une fragilité par la maladie, la vieillesse, le handicap ou autre, on a tendance un peu à être isolé dans son corps, mais aussi dans l'environnement. On peut être un peu coupé aussi de la famille, on peut être coupé des personnes qui nous entourent, parce que c'est pas toujours évident à vivre la maladie,
la vieillesse. Donc les rencontrer de façon affective, c'est vraiment leur faire sentir qu'on est là pour elles, qu'on est très présent, puisqu'on parle vraiment d'un toucher présent. Et ça, c'est extrêmement important, quoi. Ça va vraiment rassurer les personnes que l'on accompagne, tout en leur laissant une autonomie. D'accord. C'est vrai que l'autonomie dans l'aptonomie, dans l'accompagnement en aptonomie est important. On considère que toute personne, quel que soit son état, sa façon d'être, est dans la capacité de vivre des choses par elle-même. Et c'est vrai que dans le milieu, notamment médical, on a tendance souvent à voir que les personnes sont un peu assistées, prises en charge. Comme on entend souvent une prise en charge, et dans la prise en charge, on peut y voir la notion de lourdeur, de priver d'autonomie, de faire à la place de l'autre. Donc c'est toute cette approche que l'on a quand on accompagne ces personnes, quoi. D'accord. Et justement, moi, j'ai pratiqué l'aptonomie pendant mes grossesses. Dans le cadre de la périnatalité, le praticien guide les parents pour qu'ils effectuent eux-mêmes ces touchés affectivo-confirmants et qu'ils pratiquent eux-mêmes sur le ventre de la future maman. Dans le cadre de la maladie ou de la fin de vie, c'est le praticien qui apporte ce toucher bienveillant ou qui guide les proches, les soignants, les aidants à faire ce toucher bienveillant. Non, là, il s'agit, les gérontopraticiens, ce sont eux qui travaillent avec cette approche, avec ce toucher, pour inviter vraiment la personne à se poser. Et notamment, je pense, dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, où on intervient beaucoup, il s'agit vraiment de travailler avec la personne par un toucher affectif qui va vraiment rassurer la personne, qui va l'inviter à se poser. Et là, du coup, la relation va pouvoir se mettre en place. Ou si elle est difficile, elle va quand même se mettre en place plus facilement. D'accord. Donc elle va être très contenante, cette personne. D'accord. Ouais, ce toucher va être très contenant. C'est intéressant. Et du coup, si on revient à la périnatalité et à la pratique de l'aptonomie en préparation à la naissance, quels sont les bienfaits ou les avantages alors on a vu pour la relation, pour donner la place au papa, c'est important, mais est-ce qu'il y a des bienfaits aussi pour le bébé? Est-ce qu'un bébé apto est différent d'un bébé qui n'a pas connu l'aptonomie? Oui, les bébés aptos, comme on les appelle, sont souvent plus éveillés, ont une autre ouverture au monde quand ils viennent à la naissance, au monde extérieur. Parce que c'est vrai qu'on aurait tendance à considérer la naissance dès que l'on voit le bébé, mais le bébé est déjà dans le giron maternel, ce qui fait qu'il est déjà en vie, ce bébé, hein, et il a cette capacité de découvrir sa maman, de découvrir son père, de se sentir rassuré, sécurisé. Et un bébé qui arrive à la naissance en ayant déjà pu vivre toute cette assurance, toute cette sécurité de base, comme on appelle, est un bébé qui aura peut-être plus de possibilités à vivre les choses sereinement. Ce sont des bébés, oui, qui sont, oui, comme je disais, souvent ouverts plus facilement. D'ailleurs, dans les crèches, souvent quand les bébés aptos arrivent, les nounous, tout le personnel a tendance souvent à le remarquer. Ce sont des bébés qui ont besoin d'un petit temps pour observer, sentir ce qui se passe. Mais après, ce sont des bébés qui sont dans la relation différemment. Ça n'en fait pas des bébés, voilà, je dirais, avec des capacités ou des quotients différents ou sur, je sais pas comment on peut exprimer, mais ils ont une autre relation au monde extérieur qui les entoure. D'accord, d'accord. Et certains parents, j'ai entendu dire, avaient peur que le bébé qui a bénéficié d'un suivi aptonomique soit difficile à satisfaire ou difficile à canaliser. Pourquoi ces inquiétudes? Est-ce que c'est fondé? Moi, je ne pense pas que ça soit fondé. De toute façon, je pense qu'il faut considérer qu'un bébé jeune et puis un enfant après, et puis même un adolescent et même un adulte, si on va aller plus loin, a des besoins, a des envies, mais ça comme chacun d'entre nous. Et je dirais que bon, on peut pas non plus tous les satisfaire. Alors après, je sais pas d'où viennent ces peurs. Moi, je vois pas trop. Un bébé, non, il y a pas. Je dirais qu'évidemment, il réclamera une relation
fictive. Comme je dis toujours aux parents, tout ce qu'on met en place, toute cette relation qu'on cultive avant la naissance au monde extérieur de l'enfant, sera à poursuivre et à développer quand l'enfant sera né, bien évidemment. Bien sûr. Mais c'est pas pour autant qu'il y a à avoir peur de tout ce qui a pu se vivre avant. Non, c'est vrai que l'enfant exprimera peut-être différemment ou plus facilement ses besoins, mais oui, je vois pas trop pourquoi il y aurait à avoir peur de ça. D'accord. Et est-ce qu'on ne peut pas trop stimuler le bébé in utero? Non, parce que l'approche que l'on a, et tout du moins celle que je propose aux parents, vise à vraiment rentrer dans un rythme qui va correspondre au rythme de l'enfant in utero notamment, où là justement il ne s'agit pas de stimuler, parce que je considère que tout ce qu'on va pouvoir, tout ce qui va être posé avant, on risque de le retrouver après. Donc si on stimule l'enfant trop dans le giron maternel, on risque de le retrouver après. Et puis parce que l'enfant in utero, dans le giron maternel, a aussi un rythme, hein, et il dort beaucoup, donc il ne s'agit pas de le stimuler, de le réveiller, C'est pour ça que souvent on parle de jeu, on entend parfois parler de jeu avec l'autonomie entre les parents et l'enfant. Moi, je suis pas trop d'accord là-dessus. Je pense qu'il convient d'être dans un rythme qui va respecter celui de l'enfant. Et puis avec un toucher qui va être vraiment très contenant, très rassurant. Et un toucher content et rassurant, c'est pas un toucher qui va stimuler. D'accord. Et pour convaincre les papas qui pourraient nous écouter, qu'est-ce que le papa va vivre? Qu'est-ce qu'on va lui permettre de vivre à travers ces séances d'autonomie? Ah, c'est une très bonne question. Déjà, pour moi, la relation en autonomie, telle que je l'ai apprise, notamment dans le cadre de la périnatalité à l'Institut scientifique d'autonomie, c'est déjà une rencontre entre les deux parents dans laquelle l'enfant va venir trouver sa place. Et non pas uniquement une rencontre entre un papa et, entre guillemets, son bébé. Ça, c'est extrêmement important parce que la femme, la mère donc, a besoin aussi, dans cette période qui est une période délicate, qui peut être même une période difficile, parce qu'il y a beaucoup de questionnements derrière de la femme, de cette maman qui a son bébé de par les transformations physiques, parce que la mère entend beaucoup de choses autour d'elle, elle observe, elle lit, donc elle a des doutes. Donc le père a besoin, est important parce que, la place du père est importante parce qu'elle va être là aussi pour pouvoir, par le toucher, par les mots évidemment, mais aussi par le toucher, par cette rencontre en autonomie, pouvoir rassurer la maman. Et quand l'enfant va sentir qu'il y a une relation d'amour, une relation très sécurisante entre les deux parents, c'est là que lui va venir chercher sa place. Le papa va pouvoir l'appeler avec quelques petits gestes dans son toucher au niveau du giron, mais ça ne sera pas des stimuli comme je disais tout à l'heure, ça sera vraiment juste un appel comme pour dire bonjour. Là, il y a bébé chu, là, tu peux venir. Mais c'est toujours après que les deux parents aient pu vivre la relation par le toucher entre eux. Et l'enfant viendra ensuite dans cette relation quand il va sentir qu'il y a quelque chose de bon qui se vit entre ses parents. Lui, l'enfant viendra prendre sa place là-dedans aussi. D'accord. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est toujours cette triangulation se met toujours en place dans ce sens-là. D'accord. Et justement, l'importance du toucher du père pour la mère, que tu viens d'aborder, pour la rassurer, on la retrouve aussi, je crois, dans la gestion de la douleur, des contractions, etc. Et oui, tout à fait. On parle, sans rentrer dans le détail, de prolongement, c'est-à-dire qu'on invite la maman par le toucher du père, justement, à ne pas se perdre dans la douleur, parce que c'est vrai que la douleur, ça peut vite occasionner de l'insécurité, de l'affolement. Une maman peut vite se perdre dans la douleur. Et du coup, l'objectif pour que la maman puisse continuer à rester en relation avec son bébé qui, lui, a besoin d'elle au moment de l'accouchement. Évidemment, il y a tout le processus physiologique qui va faire que le bébé va venir à l'accouchement, mais si la mère aussi peut continuer à rassurer son bébé, à l'accompagner, à bien lui indiquer le chemin dans le bassin pour venir, et dans le petit bassin après pour venir au monde, ça va être plus facilement. Mais évidemment, dès lors qu'il y a une douleur, la maman peut être dans la panique, la relation peut se couper entre elle et son enfant. Donc la place du père, justement, par le toucher et par
et par certains gestes et certaines positions aussi, qui peuvent être par exemple des positions assis. Le papa peut être assis derrière sa femme, il peut aider aussi sa femme sur un ballon d'accouchement et puis d'autres approches. Ça va être de pouvoir continuer à aider la maman à rester en lien, à ne pas se perdre dans la douleur, mais à rester en contact, en lien avec son bébé. D'accord. C'est vrai que c'est quelque chose qui, je pense pas qu'on retrouve ça dans d'autres approches. Le jour de la naissance, dans un accompagnement d'autonomie, la place est vraiment faite aussi pour que le père puisse aider sa femme, quoi. Ouais, Le père ne se retrouve pas à côté un peu démuni, avec sa femme à côté qui va souffrir, qui va grimacer, qui va plus trop savoir quoi faire, comment faire. Le père prend sa place, voilà. Il est acteur de l'accouchement, c'est bien. Il est pleinement acteur, et c'est ça qui, pour l'avoir vécu également pour mes enfants, c'est ça qui est vraiment très intéressant, qui est donc surtout important. Et d'ailleurs, je pense que c'est même sûr, les parents qui viennent, et notamment les papas qui viennent chercher ça aussi, quoi. Oui, bien sûr. Et après, je crois parce que je l'ai pratiqué moi aussi, on fait quelques séances après la naissance de bébé. C'est-à-dire cet accompagnement en autonomie jusqu'à la naissance se prolonge après la naissance. Oui, tout à fait. C'est important parce que c'est vrai qu'une fois que le bébé est né, les parents, quelquefois, ne savent pas quoi faire, ne savent pas comment faire. Pareil, ils entendent beaucoup de conseils. Chacun y va un peu de son conseil, les grands-parents, les amis. Chacun essaye de donner des conseils pour aider ces jeunes parents. Et c'est pas toujours facile. Moi, je dis toujours que l'approche en post-natal, une fois que le bébé est né, ça vise à déjà confirmer la parentalité, confirmer les parents dans leur capacité à accompagner ce bébé, à les rassurer. Et puis, quelquefois, on travaille aussi la notion de détachement. Parce que, évidemment, pour vivre un bon détachement, il est important d'avoir pu vivre aussi un bon attachement. Et le détachement qui vient de se vivre, je pense notamment à celui de la naissance, n'est pas toujours facile à vivre pour la maman parce que la maman qui est habituée à sentir en elle son bébé par des petits bougers, quand elle voulait, elle pouvait, en mettant sa main sur le giron, rentrer en contact avec ce bébé. D'un seul coup, ce bébé, il est à l'extérieur, elle se sent un peu, quelquefois on entend, se sent un peu vide, entre guillemets, comme elle dit. Et du coup, des fois, c'est un peu insécurisant pour la maman. Voilà, il y a des choses qui changent. Donc, du coup, c'est rassurer les parents, rassurer la maman, s'assurer que la notion de détachement arrive à se vivre dans de bonnes conditions. Et puis, on va toujours travailler aussi sur l'autonomie de l'enfant. Par des petits gestes, par des approches de portage, on va montrer aux parents comment ils peuvent continuer à ouvrir ce bébé au monde extérieur, leur montrer comment ils peuvent aussi confirmer le bébé dans toutes ses capacités à vivre ses nombreuses expériences. Moi, j'aime beaucoup travailler aussi sur comment un bébé, on va pouvoir se faire confiance et lui faire confiance dans sa capacité à découvrir le monde, notamment quand il commence à marcher, pas marcher, à être à quatre pattes, où là, les parents... quelquefois ont peur que l'enfant, par exemple, monte un escalier, voilà. Alors que le bébé, il a des repères, lui, il peut faire face au monde extérieur, il va découvrir. Il ne s'agit pas non plus de fermer les yeux sur tout ce que l'enfant va faire, mais c'est être là à côté de lui, c'est lui montrer notre présence, lui faire sentir notre présence, et puis faire découvrir à l'enfant toute sa capacité, tout ce qu'il peut faire. Et souvent, nous, les parents, par peur, par aussi notre éducation, l'éducation qu'on a eue, on va priver cet enfant de toutes ses capacités parce que, on va imaginer que l'enfant peut tomber, que l'enfant... Par des réflexes de sécurité, on va l'empêcher de faire. Ouais. Voilà. Alors donc, je répète, il ne s'agit pas de pas du tout s'occuper de ce que l'enfant peut faire, mais peut-être lui accorder plus de confiance et donc, justement, par tous ces gestes, par des petits exercices, on va justement faire découvrir et aux parents et à l'enfant toute l'autonomie pour pouvoir découvrir le monde extérieur. D'accord. Bon, mais je pense que c'est une belle invitation à pratiquer l'autonomie pour ceux qui nous écoutent.
En tout cas, on est tous convaincus. Et j'ajouterais juste que, en tant que praticien en aptonomie, tu as participé, tu as même écrit les rituels d'automassage inspirés de l'aptonomie, qui sont téléchargeables gratuitement sur notre site www.omum.fr et qui permettent à la maman et au papa, avant 4 mois ou après 4 mois, de venir à la rencontre de bébé avec notre crème fouettée La Confidente en pratiquant justement des rituels d'automassage inspirés de l'aptonomie. Oui, tout à fait. On a développé ça en 2014, je crois. Ça fait un certain temps. Ils ont du succès depuis. Donc, merci beaucoup en tout cas pour ces belles explications sur ce que c'est l'aptonomie. En plus, on est ravis d'avoir compris et entendu que l'aptonomie n'était pas réservée à la périnatalité, mais pouvait s'appliquer à d'autres personnes, en particulier des personnes en difficulté. J'espère que cet enregistrement vous a plu et puis à bientôt pour un nouveau podcast Instant Maternel. Au revoir.